toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire Hélisphère dédié à la question comment passer d'un processus d'évaluation de la probité à l'évaluation des tiers. Merci à tous d'être présents. Avant toute chose, je vais vous demander, c'est juste un petit test technique pour savoir si vous nous entendez bien. Donc, vous pouvez utiliser le chat en bas à droite de votre écran pour nous signifier si tout est bon de votre côté. Et on va pouvoir commencer. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, histoire que les retardataires nous retrouvent. Je vous fais une petite note technique. Donc, la présentation va se faire aux alentours de 30-35 minutes. On se gardera un petit moment à la fin de l'intervention pour répondre à vos questions. Vous avez d'ailleurs un module questions en bas à droite de votre écran où vous pouvez tout au long de l'intervention nous poser vos questions. On y répondra à la fin de l'intervention. Et pour créer un peu d'interaction avec vous, tout au long de l'intervention, il y aura des petits sondages qui vous seront proposés, auxquels vous pourrez répondre et qu'on lira en direct avec nos amis ici présents, Michel Afonso, chef de marché conformité, et Xavier Doucy, chef de produit conformité chez Hélisphère, qui vont justement aujourd'hui revenir sur cette question, comment passer d'un processus d'évaluation des tiers, un processus de probité, pardon, à un processus d'évaluation des tiers. Donc, je vais vous partager la présentation qui sera diffusée en parallèle. Bonjour à tous. Voilà. Et du coup, globalement, dans cette présentation, on va revenir ensemble sur 2 grandes parties. La première qui concerne le BE et la probité ne font pas systématiquement suffisant pour mener l'évaluation des tiers. Donc ça, on va voir ça avec Michel. Puis, nous verrons avec Xavier quelle organisation mettre en place au sein des structures pour justement arriver à cet objectif et que c'est un fondamental aussi à ne pas oublier à côté de la data. Donc, je laisse la parole à Michel pour nous parler un petit peu justement de cette première partie. Bonjour à tous. Donc, on va passer donc à la première slide. Donc, d'abord, en première slide et en préambule, un peu de contexte sur justement la notion d'évaluation des tiers et notamment le sujet de Sapin 2 qui est un sujet qui nous intéresse en premier lieu. Le premier point qui est très important de noter, c'est que nous sommes face, et vous êtes face à une croissance importante de sujets de réglementation et de normes qui aboutissent régulièrement à la nécessité d'améliorer ou de développer votre connaissance des tiers et donc de mettre en place des évaluations des tiers pour justement se prémunir de ce risque. Il y a également une orientation sociétale qui fait que de plus en plus, c'est des sujets qui sont importants pour la société et sur lesquels la visibilité est forte, notamment avec la diffusion, les réseaux sociaux, les communications qui sont de plus en plus fortes et qui permettent d'être au courant des scandales. Il y a également une notion des risques qui évolue puisque certes, il y a le risque de non-respect d'une réglementation qui vous expose à des risques de sanctions, voire à d'autres sanctions du régulateur, voire à des sanctions comme ça peut aller jusqu'à des peines de prison dans certains cas, mais il y a également la sanction du marché qui vient s'ajouter à ces sanctions pour non-conformité à la réglementation, qui sont le risque d'image et l'impact financier sur votre cours d'action ou sur vos prévisions de commande de cette image qui pourrait être impactée. Et l'autre point très important, c'est que on est beaucoup passé sur une volonté, un devoir, on va dire, une obligation de moyens, à la limite une obligation de résultat, puisque même si vous êtes conforme, si pour X ou Y raison, vous étiez impliqué dans un scandale qui ternissait votre image de réputation, eh bien, du coup, vous seriez quand même impacté, même si la sanction d'un régulateur ne pourrait pas tomber. Donc, l'évaluation des tiers, c'est un sujet qui ne va faire que croître au fil des années. La tendance est très forte et elle ne va que s'accentuer, comme pourrait le laisser penser, par exemple, la récente intervention de Ursula von der Leyen, qui a mentionné que au calendrier 2023 de la Commission européenne, il y aurait des packages de lois autour de réglementation anticorruption au niveau européen. Donc ça, c'était un premier point, c'est que ça va s'accentuer et
là, on avait sur la slide suivante, on a le moyen, les 8 piliers rappelés par l'AFA de la loi Sapin 2 sur comment les mettre en place avec le fameux dispositif. Et donc, ce qui est important de noter ici, c'est que l'évaluation des tiers est l'un de ces dispositifs, un dispositif de prévention des risques, mais il s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale. Et ce que l'AFA nous a mentionné, et ce que l'AFA nous a construit ici, c'est quand même quelque chose qui peut s'appliquer à de nombreuses réglementations, que ce soit Sapin 2, que ce soit également le devoir de vigilance français, mais également le devoir de vigilance européen qui arrive, qui est en train d'être voté, et d'autres réglementations. Donc l'objectif de maintenant, c'est de faire un focus sur justement les attendus, les attendus de l'AFA, notamment en matière d'évaluation des tirs. Donc, l'objectif et l'un des prismes qu'on a choisi pour organiser notre discours aujourd'hui, c'est de rappeler ce qu'est l'évaluation des tiers, et donc au sens Sapin 2, et surtout de montrer après 5 ans, voire plus, d'expérience vis-à-vis de nos clients qui viennent nous demander qui ont des besoins, et de les aider, de les accompagner pour répondre à ces besoins et à ces exigences, de voir comment ça évaluer, et justement, est-ce que la couverture en termes de besoins était totale. Donc, cette première slide, elle vient rappeler pourquoi les évaluations et comment l'AFA formule cette obligation de faire des évaluations des tiers. Et c'est bien parce que l'évaluation des tiers, c'est un des impondérables de votre dispositif, c'est-à-dire que vous êtes exposé de par votre relation avec de l'extérieur au risque que ce tiers va vous mentionner. Donc, même si vous contrôlez parfaitement tout ce qui se passe en interne, il y a forcément un facteur de risque externe qui va rentrer en jeu, qui est le tiers avec lesquels, ou les parties prenantes avec lesquelles vous allez entrer en relation. Et donc, les objectifs de ces évaluations, c'est d'abord de décider si oui ou non vous acceptez ou sous quelles conditions de travailler avec un tiers, mais ça va également être de nourrir les autres dispositifs internes pour s'assurer que tout le dispositif de lutte anticorruption au sein de votre organisation est robuste et permet de prévenir les risques auxquels vous seriez exposés. Le champ d'application, on l'a vu, c'est principalement les fournisseurs qui sont la source principale puisqu'ils arrivent avant dans votre chaîne logistique et votre chaîne de production. Mais quelque part, n'importe quel tiers avec lequel vous êtes en relation, n'importe quelle partie prenante peut présenter un risque et peut, dans un certain contexte, vous nécessiter une évaluation. L'évaluation des tiers, un autre point important, c'est que si on se réfère au document de l'AFA 2, la dernière version de recommandations en matière de mise en conformité à la loi Sapin 2, on voit que l'évaluation des tiers représente environ 57 points sur les 346 qui composent le document sur l'aspect entreprise privée, puisqu'après, il y a une autre partie du document qui est plutôt sur les acteurs publics. Mais donc, ça représente 57 points sur ces 346. Et le point intéressant, qui est le point de départ de notre webinaire aujourd'hui, c'est que depuis 5 ans, beaucoup de clients sont venus nous voir pour se mettre en conformité à 3 voire 4 points qui sont la probité, qui sont la connaissance des tiers, donc savoir qui sont les bénéficiaires effectifs, les actionnaires, les dirigeants d'une société, et en définir la probité ou l'intégrité à travers le screening, notamment sur des listes de sanctions, pour identifier les personnes politiquement exposées, ou le risque réputationnel lié à ce tiers. Mais encore une fois, cette partie-là ne représente que 4 points sur les 57 que doivent composer l'évaluation des tiers. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est au travers l'expérience et les échanges que nous avons eus depuis 5 ans et avec nos différents clients, nos différents prospects, mais également à travers la lecture des cahiers des charges, de voir comment Elisfer, mais également comment vous aujourd'hui, vous appréhendez et vous faites en sorte de traiter l'entièreté des besoins et des attentes de l'AFA, et comment vous passez d'un dispositif simplement d'évaluation de la probité d'un tiers à un dispositif d'évaluation du tiers en question.
Et les slides suivantes rappellent justement certains éléments de caractérisation de l'évaluation des tiers, puisque nous vous rappelons dans les slides suivantes justement les quelques points fondamentaux, hein. Donc on commence par le dessin justement qui rappelle ce qui doit être mis en place et sur qui. Le point 49 qui est un point important puisqu'il justement parle des moyens à mettre en disposition. Il y a un autre point qui va redétailler plus tard ces éléments-là. Si on continue, le point 207, justement, le fait que la nature et la profondeur va être déterminée par votre contexte, par votre cartographie des risques. Donc ici, c'est un point fondamental parce qu'il montre qu'il n'y a pas de réponse unique. Et un acteur du marché ne peut pas venir et vous dire « j'ai une réponse qui va, dans 100% des cas, répondre aux enjeux de 100% des clients ». C'est une cartographie et donc il y a toujours un travail d'adaptation à votre contexte, à vos enjeux. Et donc nos solutions, notre accompagnement doit également porter cette capacité à s'adapter à votre contexte. Le point 209, il est important parce qu'il induit le fait qu'il y a deux risques à évaluer quand on évalue un tiers. Il y a le risque induit par la manière dont je travaille avec ce tiers et il y a également le risque porté par le tiers lui-même. Et donc, on a vu précédemment que quand on parle de probité, on est surtout sur la deuxième dimension. Qui est le tiers? Que je travaille avec un tiers A ou avec un tiers B, est-ce que ça change le risque? Parce qu'il y a des facteurs de risque qui vont lui être propres. En revanche, la manière dont je m'apprête à travailler, qui peuvent être le montant de la relation, la devise dans laquelle va être libellée et va être payée la transaction, est-ce qu'il y a des intermédiaires? Ça, c'est des choses qui seront communes aux deux et qui doivent quand même faire l'objet de nécessité et d'être évaluées d'une manière ou d'une autre au moment où vous acceptez de rentrer en relation avec un tiers. Et le fameux point 212 qui justement montre qu'il y a plusieurs intervenants dans le processus de validation et surtout la notion il y a bien un processus. Ce n'est pas simplement des livrables et une évaluation, un scoring, mais c'est également des mécaniques pour s'assurer que la décision est prise selon les bonnes modalités et en passant par les bonnes personnes en interne. Et enfin, sur la slide suivante, on revient sur certains points de justement le point 214 qui montre que la procédure doit être formalisée. Donc même si elle existe, elle doit être écrite, rédigée pour montrer qu'elle existe. Et enfin, à titre indicatif, comment justement de manière plus pratique, on peut réussir à récupérer les informations, collecter des données qui vont être nécessaires à ce processus de décision. Donc, quelle synthèse tirer de ces éléments-là? Le premier, c'est que notre vision chez Elisphère, c'est que l'évaluation des tiers, c'est 3 dimensions. Premièrement, une capacité à évaluer le risque induit par la nature de la relation. Deuxièmement, une capacité à évaluer le risque induit par le tiers spécifiquement avec lequel vous vous apprêtez à rentrer en relation, mais également une manière d'évaluer, de valider la décision et de tracer. Et c'est ce tout-là qui permet, c'est une fois que ces 3 dimensions sont couvertes d'une manière ou d'une autre, pas forcément dans la solution, dans une solution, ça peut être au travers de différents moyens, différents processus. Mais l'idée, c'est que l'évaluation des tiers, elle est couverte quand justement ces 3 principes sont couverts d'une manière ou d'une autre dans votre organisation. Et donc, sur ce fondement, sur cette conclusion, notre volonté, c'est comment, avec les retours des clients, comment, avec notre interprétation de la lecture de ce texte, on met en place un accompagnement, une solution qui vous permet justement de couvrir l'ensemble, l'entièreté du dispositif. Et donc forcément, les retours qu'on a eus au travers d'appels d'offres, au travers d'échanges avec nos clients, nos lectures, les différents veilles qu'on fait sur le sujet, nous ont amené à challenger une solution que nous avons en place pour la faire évoluer parce qu'on voit que les besoins évoluent considérablement avec la maturité et avec le temps. D'ailleurs, il est intéressant de noter que hier, il y a la publication, l'officialisation du 2e baromètre de l'AFA sur la mise en place et la maturité des dispositifs d'évolution en cours chez les entreprises assujetties. Et parmi les points importants ou intéressants de cette étude,
On peut citer que aujourd'hui, 92% des répondants ont déclaré avoir un dispositif mis en place, un dispositif de prévention de la corruption au sein de son organisation. C'est 20 points de mieux qu'il y a 2 ans, puisque précédemment, c'était 70%. L'autre point intéressant, c'est qu'on voit que dans ces 92%, il y a des entreprises assujetties, énormément, mais il y a également des entreprises non assujetties qui se mettent au diapason, soit pour travailler avec les entreprises assujetties, soit parce que ça fait partie de leurs valeurs et que c'est un point important pour elles. Et le deuxième point important, c'est qu'au niveau de maturité, l'évaluation des tiers reste quand même le dispositif le plus difficile à appréhender, le plus compliqué à mettre en place, notamment pour des problématiques de compréhension, mais surtout pour les problématiques et les ressources humaines et financières qu'il nécessite. Et donc aujourd'hui, l'évaluation des tiers reste un des points et des enjeux majeurs pour les entreprises pour être correctement et totalement en adéquation avec les attentes du régulateur dans ce domaine. Très bien, merci Michel. Donc on a une première question. Alors je vois dans le chat que certains me disent que le son est coupé. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous entendez ou non? Parce que moi, de mon côté, le son est bon. Non, son très bien. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a des petits problèmes. Sont corrects. Non, moi, nickel. RS. Pas de souci. Merci beaucoup pour vos retours. Donc comme je vous le disais, globalement, on va vous poser une première question. L'idée, c'était justement de revenir ensemble, suite à la présentation de Michel, sur quelle dimension est systématiquement mise en place dans les évaluations des tiers au sein de votre dispositif actuel, ce qui va nous permettre un petit peu de voir un peu comment vous vous situez par rapport à ce qu'a pu présenter Michel, et notamment dans sa conclusion. Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, c'est un choix multiple, donc vous pouvez répondre à plusieurs réponses si jamais c'est le cas chez vous. Donc on va attendre quelques minutes. RS, ok, ça c'est bon. Alors, donc là c'est assez global. En majorité, un processus de décision adapté au tiers. Donc globalement qui correspond à la solution la mieux disante par rapport à ce que tu présentais, Michel. Donc qui correspond aussi à ce que tu disais, c'est-à-dire une évaluation des tiers qui est adaptée au contexte et aux enjeux de l'entreprise, comme le suggérait l'AFA dans ses textes. Très bien, merci pour ces réponses. On va pouvoir passer ensuite à la deuxième, aux différents besoins. Donc Michel, je te redonne la parole par rapport à ça. Oui, tout à fait. Donc l'idée ici, c'est bien sûr de revenir sur les besoins que l'on entend auprès de nos clients quand ils nous disent justement je dois mettre en place une évaluation des tiers et je cherche un accompagnement. Et donc les besoins qui remontent régulièrement, ce sont d'abord un besoin évidemment d'être en conformité. Donc à la fin, il doit quand même prémunir l'entreprise, ce dispositif, des risques de non-conformité et donc de se prémunir des sanctions du régulateur pour non-conformité. Il doit être intégré par rapport aux outils métiers. La spécificité du processus de validation Sapin 2, c'est qu'il va faire appel à à des fonctions transverses, les achats, le commerce, des équipes conformité dédiées, voire l'instance dirigeante pour la validation. Et donc chacun de ces acteurs ont des systèmes d'information, des outils métiers propres. Et donc il y a une nécessité d'intégrer et de faire travailler ensemble ces différentes mécaniques dans un processus de décision qui est très transverse. L'adaptabilité, comme je l'ai dit, c'est un fondamental, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de répondre aux exigences de l'AFA. Le point important, c'est de s'adapter à son contexte, à sa manière de faire. Et donc ça, c'est la cartographie des risques. Et ça, je vous renvoie à un webinaire que nous avons animé il y a peu sur ce sujet-là, qui présentait justement les interactions entre la cartographie des risques et le processus d'évaluation des tiers et comment le processus d'évaluation des tiers doit se nourrir de cette cartographie des risques. Un point fondamental, c'est d'éviter de trop mobiliser les ressources internes. On a vu que c'était l'un des freins qui a été relevé dans l'étude, le baromètre AFA. C'est l'un des freins aujourd'hui qui empêche les entreprises de mettre en place un dispositif d'évaluation des tiers. Le
coûts humains liés au traitement et au stock, notamment à la reprise de stocks existants de tiers. L'analyse, encore une fois, on est sur une population qui peut être assez variée et pas forcément au fait des problématiques de la conformité. Donc, c'est comment on permet à ces équipes, par exemple à des acheteurs, à des entreprises, soit de la DAF ou à des collègues, des confrères de la DAF ou du commerce, d'appréhender ces nouvelles dimensions. Donc, comment on diffuse la culture de la conformité au sein de l'entreprise, de la réactivité. C'est un peu le parallèle, le corollaire des ressources. Il ne faut pas emboliser vos processus de décision et vos temps de traitement actuels. Il n'est pas possible et il est impensable que du coup, ça multiplie par 4 ou 5 votre capacité à prendre une décision aujourd'hui. Il faut qu'il soit en adéquation aussi avec les ressources. Un processus de décision, il peut être parfait sur le papier. S'il n'est pas réalisable, pragmatique par rapport aux ressources que vous avez à votre disposition, il est voué à l'échec. Il vaut mieux être moins ambitieux, mais être capable de produire et de réaliser cette ambition, qu'avoir une ambition démesurée, mais être incapable de le produire. Et enfin, la traçabilité, ça c'est un point important, c'est que l'idée c'est que vous allez pouvoir être audité en interne ou en externe a posteriori de la décision, et il faut être capable d'avoir tracé ce que vous avez fait et le pourquoi. Très bien, merci Michel. Maintenant, avec Xavier, on va revenir justement sur l'organisation de la prise de décision en interne, qui est un autre fondamental à ne pas négliger. Donc, je te laisse la parole, Xavier, pour présenter tout ça. Bonjour à tous, merci François. Effectivement, l'organisation de la prise de décision va suivre plusieurs axes. La première qu'on va voir, c'est l'approche de la donnée multisourcée. Donc, sur le slide suivant, on met en lumière en fait le fait de pouvoir récupérer, de collecter un certain nombre d'informations du tiers, donc les informations classiques d'identité, de caractéristiques de l'entreprise, des informations sur les bénéficiaires effectifs, des informations sur les dirigeants, sur les actionnaires. Aujourd'hui, on a plusieurs sources qui peuvent apporter ce type d'informations. Et aujourd'hui, les clients sont appétents pour récupérer différentes sources et justement pouvoir comparer en fait pour donner une meilleure qualité d'information. Pour ça, ça nous oblige à mettre en place des API de communication vers différentes sources de données, que ce soit des données publiques par exemple avec le registre des bénéficiaires effectifs par exemple, mais d'autres aussi. Ça peut être des données issues de partenaires pour tout ce qui est éventuellement liste sensible. Et ça peut être aussi des API de communication, de fonctionnalités pour pouvoir, par exemple, vérifier un document, vérifier un RIB qui pourrait venir s'ajouter dans l'évaluation du tiers. La deuxième catégorie de données, c'est les données internes de l'entreprise qui viendront s'ajouter à l'évaluation du tiers. Donc ces données, il faut pouvoir évidemment les saisir vis-à-vis des utilisateurs, de nos utilisateurs, les stocker de notre côté pour pouvoir les intégrer dans l'évaluation. Une troisième catégorie de données, c'est les données qui viennent du tiers directement. Donc là, le moyen le plus courant est de pouvoir envoyer un questionnaire au tiers et du coup le solliciter directement et c'est lui qui apportera des réponses à différentes questions qui peut être assez large, hein. Ça peut être effectivement de la déclaration de dirigeants, de la déclaration de bénéficiaires effectifs, mais ça peut être aussi des déclarations sur des chartes éthiques qui ont été communiquées par le client ou voilà, d'autres types de données intéressantes. Donc, on a aujourd'hui un vrai besoin avec les clients de pouvoir sourcer différentes données et pouvoir l'agréger et les restituer dans notre plateforme. Le deuxième axe très important, c'est évidemment le modèle décisionnel. Donc, pour cela, notre vision d'Elisphère du début, c'était de pouvoir se focaliser sur une application d'évaluation de la probité. Donc pour cela, on a mis en place une certaine évaluation de 4-5 risques qui peuvent être intéressants pour les clients. Et en fonction de ces évaluations de ces risques-là, on obtenait
un niveau de risque de vigilance du tiers qui permettait de prendre une décision en conséquence. Suite aux échanges avec nos différents clients, nos différents prospects, comme l'a évoqué Michel tout à l'heure, on se rend compte que les clients sont aussi, ont besoin d'aller beaucoup plus loin dans l'évaluation de leur tiers. Et du coup, ça nous challenge dans nos produits et on est obligé de faire évoluer quelque part notre modèle décisionnel pour pouvoir le rendre personnalisable au client. Parce que, comme le disait Michel tout à l'heure, en fait, chaque client a sa cartographie des risques et doit pouvoir évaluer chaque tiers selon ses dispositions. Un tiers avec un client A, un client B n'aura pas le même résultat parce que la cartographie des risques est différente, parce que la relation est différente. Donc voilà, donc il faut pouvoir adapter ce modèle décisionnel et surtout pouvoir mettre à disposition des clients une bibliothèque d'indicateurs qui vont lister en fait un certain nombre de données qu'on est capable d'aller évaluer et de pouvoir les personnaliser justement en termes d'évaluation, à savoir si telle ou telle valeur va pousser un indicateur plutôt vert ou un indicateur plutôt rouge. Donc ça, c'est une première évolution qui est très forte, cette bibliothèque d'indicateurs. On va pouvoir les pondérer et les adapter selon les règles métiers du client. Donc voilà, comme j'expliquais, une valeur d'un indicateur a différentes significations selon tel ou tel client. Donc on va pouvoir adapter les règles métiers pour chaque client. Et un point très important, c'est évidemment la restitution de l'évaluation du tiers. Et de pouvoir l'adapter aussi à différents publics, différents personas de l'entreprise, qui n'est pas forcément appétant à la compliance ou au risque dans sa globalité. Donc, on va aussi apporter une restitution qui peut être très fine en termes d'indicateurs, mais aussi plusieurs niveaux de restitution qui permettront de pouvoir avoir un dialogue clair, en fait, pour différentes personnes. Sur le slide d'après, une première illustration d'un modèle décisionnel qui serait axé uniquement probité, par exemple. On va pouvoir avoir des indicateurs au niveau des screenings du tiers, par exemple, pour savoir son niveau d'exposition politique, son niveau de sanction, si celui-ci est sanctionné. Et selon les résultats, voilà, on va pouvoir pondérer et allumer les différentes couleurs. On peut évidemment aller plus loin dans la granularité, c'est-à-dire que on peut tester uniquement le tiers, mais on peut tester aussi des entités ayant plusieurs rôles dans le contexte du tiers, c'est-à-dire est-ce qu'un dirigeant qui est politiquement exposé a plus ou moins de valeur en termes de risque que le tiers en lui-même. On peut se poser la même question sur les bénéficiaires effectifs, la même question sur les actionnaires. Encore une fois, chaque client apportera une réponse différente selon sa cartographie des risques et son besoin d'évaluation. Sur le slide d'après, on peut aussi aller plus loin en rajoutant d'autres indicateurs qui seraient plus au niveau de la relation que notre client entretient avec son tiers, comme le montant de la transaction. Voilà, on peut mettre en place un indicateur qui, selon le montant, va s'allumer rouge s'il dépasse un certain niveau de montant, et du coup qui va engendrer peut-être d'autres escalades et d'autres moyens de vérification. Même chose pour les devis, c'était l'exemple qu'avait pris Michel tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des présences d'intermédiaires ou pas? Voilà, c'est des indicateurs qu'on a mis en place dans cette bibliothèque qui suivent les différentes recommandations de l'AFA et sur lequel le client va pouvoir faire du picking sur chaque donnée qui va l'intéresser. Et du coup, on va pouvoir personnaliser le modèle décisionnel directement pour le client selon une situation de relation qu'on a avec le client. Ça peut être un modèle décisionnel pour un client, vis-à-vis d'un client.
Ça s'appelle un modèle décisionnel vis-à-vis d'un fournisseur, vis-à-vis d'un partenaire. On ne va pas forcément évaluer la même chose puisque les cartographies des risques sont différentes en fonction de la relation qu'on va entretenir avec le tiers. On peut avoir aussi une approche aussi par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait avec ce tiers-là, voilà, qui peut allumer un certain nombre d'indicateurs et du coup engendrer d'autres actions si c'est nécessaire. Maintenant, en termes de restitution, c'est le slide suivant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va proposer différentes lectures en fait, de l'évaluation. Dans le cas qu'on voit à l'écran, on évalue un risque fournisseur qui, au final, s'allume orange et possède 8 points, par exemple. Derrière ce risque fournisseur, on va avoir ce qu'on appelle des facteurs de risque qui vont être des thématiques, en fait, derrière. Donc, on en a quelques-uns qui sont derrière, le pays, la réputation, les modalités de la relation. Et derrière ces facteurs-là, c'est là où on va retrouver justement nos indicateurs qui viennent de notre bibliothèque. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on va pouvoir, sur une bibliothèque d'indicateurs assez vaste, pouvoir regrouper et donner du sens à ces indicateurs-là par thème, évidemment parlant pour le client, pour pouvoir avoir une évaluation sur un risque fournisseur, sur un risque d'un type de relation avec un tiers. Donc ça, c'est très intéressant puisque on va pouvoir justement communiquer ce type de risque à différents niveaux, à différents personas de l'entreprise qui comprendront très rapidement l'étendue du risque en fait porté sur un tiers. Ça, c'était le modèle décisionnel. Si on passe sur la slide suivante, on va voir que pour mettre en valeur ce modèle décisionnel et ses résultats, on a besoin d'orchestrer une décision. L'évaluation du tiers, le modèle décisionnel a été joué, on a un premier résultat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce résultat? Donc, on va pouvoir mettre en place un système de workflow qui va permettre, selon tel ou tel indicateur, selon tel niveau de risque, déclencher à la fois des tâches d'expertise vers des utilisateurs qui peuvent être transverses à l'entreprise, mais qui apportent un œil d'expert justement pour telle ou telle problématique, telle ou telle thématique. Par exemple, dès qu'il y a une problématique de sanctions et de listes sensibles, généralement, on a une équipe plutôt spécialisée qui va pouvoir traiter ces sujets-là et d'effectuer, par exemple, les remédiations. On met en place aussi un deuxième niveau de tâches, c'est les tâches justement de recommandation, les tâches d'escalade et les tâches de validation qui vont permettre quelque part d'asseoir une décision auprès d'une personne qui a le pouvoir en fait de prendre une décision avec tel niveau de risque qui a été ressorti par le calcul. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que du coup on va pouvoir solliciter un certain nombre de personnes qui peuvent être à la fois utilisateurs de la plateforme mais pas forcément. Ça peut être par exemple des dirigeants qui elles ne sont pas sur la plateforme et qui peuvent être sollicités justement pour apporter une décision sur un dossier selon l'état de l'évaluation qui a été faite. Ces workflows sont mis en place pour plusieurs raisons. La première, c'est une des principales, hein, c'est de pouvoir suivre en fait les directives données par le compliance officer et s'assurer en fait que chaque traitement d'évaluation est effectué de la même manière. Donc c'est lui qui va apporter les règles métiers, qui va apporter les règles d'escalade ou les règles d'expertise qui sera nécessaire selon les résultats de l'évaluation. Le deuxième objectif, c'est évidemment de faciliter, de fluidifier l'aspect opérationnel de l'évaluation d'un tiers. Effectivement, Michel l'a dit plusieurs fois, un des critères, un des freins aussi qu'on voit chez les clients, c'est que les évaluations prennent beaucoup de temps
de temps homme. Donc notre objectif, c'est de faciliter cette évaluation et du coup de réduire les temps de traitement des différentes évaluations. Donc là, à votre écran, vous avez un exemple de workflow qui peut être mis en place. Au niveau des interconnexions avec les outils internes, l'évaluation du tiers s'inscrit dans un process beaucoup plus large de votre entreprise. On l'a évoqué tout à l'heure. Donc forcément, il y aura des interactions avec un système, deux systèmes, plusieurs systèmes qui sont déjà présents chez vous, mais qui gèrent le process d'évaluation et qui viennent se connecter et nous aussi nous connecter pour pouvoir cocher la case d'évaluation du tiers qui joue le rôle que l'application joue comme rôle. Donc voilà, donc l'interconnexion vers les outils internes, donc les vôtres, est un point très important puisque il faut, si le process est facilité de notre côté, il faut aussi qu'il soit facilité au sein de vos outils à vous et qu'il puisse pouvoir bien s'imbriquer. Voilà, ça c'est les orchestrations de la décision, donc plusieurs aspects qui sont très intéressants et du coup qui nous challenge encore une fois sur nos outils et qui nous poussent vers aller vers ces solutions-là. Donc là, on a une petite question pour terminer la présentation à vous poser qui va être affichée incessamment sous peu sur vos écrans. Donc la question est la suivante. Quel aspect des points évoqués vous souhaiteriez intégrer à votre dispositif? Donc des sources de données complémentaires, donc pour rejoindre l'enjeu de multi-sourcing dont parlait Xavier, un modèle décisionnel personnalisé, donc avec un système de scoring adapté à vos enjeux, ou un processus de décision adapté aux tiers. Donc voilà, on vous laisse quelques minutes pour répondre et on vous rappelle que si vous avez des questions, parce qu'on va bientôt passer à la phase de questions-réponses, vous pouvez nous les poser dans l'onglet questions situé en bas à droite de votre écran. Donc oui, alors les premiers résultats, en majorité, un processus de décision adapté aux tiers, ce qui n'est pas surprenant globalement, monsieur, je pense, par rapport aux différents enjeux que vous avez pu aborder. C'est la solution la plus complète et c'est peut-être celle qui manque le plus aujourd'hui aux entreprises, Michel. Oui, le processus, c'est le workflow, hein, donc c'est justement la difficulté qu'il peut y avoir dans un process compliance, c'est plutôt lié au fait qu'il y a la multiplicité des outils. Donc c'est comment j'arrive à orchestrer la décision et l'avancement des différentes tâches et à cadencer la décision dans un contexte informatique où il y a une pluralité d'outils. Et donc c'est ça l'un des enjeux majeurs en effet auxquels on voit et c'est aussi le plus simple à mettre en place puisque écrire une procédure et la faire respecter, c'est un premier pas. Maintenant, on sait que vous avez formalisé, vous avez optimisé vos procédures avec l'expérience, avec les retours d'expérience des évaluations que vous avez déjà mis. Donc maintenant, on peut passer à une deuxième phase qui est l'automatisation. Et justement, c'est là où les premiers gains et le ROI est très fort, c'est-à-dire que le processus et l'automatisation de ce processus de décision va apporter immédiatement des gains, un ROI assez fort. Et donc, c'est la modalité de travail peut-être la plus simple et la plus facile à déployer parce que en fait tout est déjà sur papier. L'idée est d'automatiser et de travailler à la marge sur l'optimisation de ce qui est déjà en place. Très bien. Du coup, on va ouvrir la question de session questions-réponses. Après, encore une fois, hein, il y a un point aussi qui est important, c'était que c'était notre vision, c'était les points qui nous semblaient importants des retours d'expérience. Ça ne veut pas dire que ce sont les seuls. Il y a encore, je pense, de nombreuses voies d'amélioration. Peut-être que d'ailleurs, si vous en avez certaines qui vous semblent clés et qu'on n'aurait pas mentionnées, vous pouvez échanger avec nous sur le sujet et profiter d'une question pour les mettre en valeur. Mais c'est vrai que c'était trois fondamentaux, trois basiques. Et l'un des points importants aujourd'hui aussi à adresser, c'est est-ce que c'est un seul outil qui doit réaliser ces trois dimensions ou est-ce qu'aujourd'hui ils sont disséminés dans différents outils? Parce que c'est aussi ça une question qui va être importante, c'est est-ce que justement dans cette volonté d'automatisation, d'industrialisation,
est-ce que c'est le nombre d'outils est une variable qui peut diminuer le nombre d'outils et d'intervenants, peut être une variable qui justement fluidifie et accélère cette automatisation. Messieurs, pour l'instant, on n'a pas de questions. On va attendre peut-être une minute supplémentaire pour voir si l'inspiration des personnes connectées peut arriver. On avait juste une question tout à l'heure sur la présentation. Elle sera envoyée. Alors, elle sera envoyée effectivement. Je vais mettre dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez faire la demande. Et elle vous sera envoyée directement à l'issue de la demande. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous envoie justement ce support de présentation. Et si vous avez des questions, de toute façon, je vais vous mettre les contacts de Michel et de Xavier comme c'était prévu. Mais vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact sur notre site elisphère.com. Donc voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer un petit peu en avance et laisser tout le monde aller déjeuner. Donc merci Michel, merci Xavier pour ces échanges. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain webinar. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.